Les hommages pour la reine Fabiola décédée vendredi ont commencé, des hommages qui dureront jusqu'au vendredi prochain, jour de ses funérailles. Confirmation samedi de la mort de l'un des 43 étudiants disparus au Mexique, une nouvelle qui intensifie la mobilisation des proches des disparus qui désapprouvent Peña Nieto dans sa gestion de la crise. Le président Joseph Kabila a formé un gouvernement de cohésion nationale ce lundi au Congo, un gouvernement composé de 48 membres. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la Belgique qui a commencé à rendre des hommages à Fabiola, sa reine de cœur, décédée vendredi à l'âge de 86 ans. Des hommages qui se poursuivront toute la semaine et culmineront vendredi prochain avec ses funérailles nationales à Bruxelles. La 5e reine des Belges sera ensuite inhumée aux côtés du roi Baudouin, son époux, mort en 1993, auprès duquel elle avait régné pendant 33 ans et auquel elle reste étroitement associée. Un deuil national d'une semaine a été décrété du samedi 6 au vendredi 12 décembre et les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. La dépouille de la reine sera conduite mardi au Palais Royal où les Belges pourront venir se recueillir mercredi et jeudi. Il faut dire que les détails de l'organisation des funérailles n'étaient pas encore connus samedi et de nombreuses têtes couronnées européennes devraient y assister. Après la confirmation samedi de la mort de l'un des 43 étudiants disparus au Mexique, les proches ont promis de poursuivre leur mobilisation pour retrouver tous les jeunes, s'en prenant avec virulence au président Enrique Peña Nieto pour sa gestion de l'affaire qui ébranle le pays. Le ministère public mexicain est également monté au créneau pour faire savoir que les enquêtes vont se poursuivre jusqu'à l'arrestation de tous les coupables. Suite à l'annonce de l'identification de l'ADN de l'un des 43 étudiants disparus sur des restes humains, le ministère public mexicain a convoqué une conférence de presse dimanche. Une sortie médiatique au cours de laquelle le ministre mexicain de la Justice a lui-même confirmé sur la base des résultats que le test d'ADN correspond à Alexander Mora Venancio, qui fait partie du groupe disparu le 26 septembre dernier à Iguala dans le Guerrero. Jusqu'à présent, les parents des étudiants rejetaient la version des autorités selon laquelle les étudiants ont été tués par des membres d'un crime organisé, affirmant que les jeunes étaient vivants. Selon le ministère public, certaines des 70 personnes détenues dans cette affaire ont affirmé que les étudiants avaient été livrés par les policiers à des tueurs d'un cartel de narcotrafiquants. Leur corps avait été brûlé pendant 15 heures sur un bûcher géant et les restes jetés dans une rivière. Ces restes avaient été découverts dans une décharge et une rivière proche de la ville d'Iguala dans le Guerrero. Avec cette identification positive d'ADN, le reste des vérifications effectuées et les déclarations au ministère public des inculpés renforcent la reconstruction historique des faits qui se sont déroulés à Cocula. Nous allons continuer l'enquête jusqu'à l'arrestation de tous les coupables. On tapera très haut s'il le faut. L'enquête reste ouverte et nous ne pouvons permettre l'impunité car nous ne pouvons pas permettre qu'un fait comme celui-ci se reproduise. Samedi, au cours d'une nouvelle manifestation tendue dans la capitale mexicaine, où des milliers de personnes réclamaient que justice soit faite, les parents des 43 disparus ont reconnu la mort de l'un d'entre eux, mais ont promis de continuer à se battre pour retrouver les autres. Les événements d'Iguala ont marqué un tournant dans la présidence d'Enrique Peña Nieto, confronté à sa plus grave crise en 2 ans de mandat. Lors de la manifestation de samedi dernier, les manifestants ont à nouveau réclamé sa démission. Si la mort de tous les étudiants était confirmée, il s'agirait d'un des pires massacres au Mexique depuis le lancement d'une offensive militaire contre le trafic de drogue en 2006.
En France, la réforme du droit d'asile sera examinée par les députés ce mardi, alors que le nombre de demandeurs d'asile a doublé depuis 2007 et est passé à environ 66 000. Objectif, accélérer les procédures pour notamment désengorger les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, un maillon essentiel pour aider les étrangers à faire aboutir leur dossier. Mais comment fonctionnent ces centres d'accueil? Je vous propose d'aller à la découverte de celui de Châtillon en région parisienne, géré par l'association France Terre d'Asile. Reportage. Plusieurs fois par semaine, cette Ivoirienne passe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Châtillon. Ce jeudi, elle vient y régler un problème de santé. Tchétchène, Congolais, Nigérian, Ivoirien et depuis peu Syrien, chacun est arrivé ici avec son fardeau de mauvais souvenirs, comme Dorcas, qui peine encore à raconter son exil depuis Kinshasa. Je croyais que j'étais empoisonnée, moi. Alors quand je suis venue ici, la première chose était la santé. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens, on m'a confirmé ça, j'ai un problème de coups et blessures là. J'étais traumatisée. Maintenant je suis calme. 125 personnes sont accueillies ici à Châtillon, 1 sur 4 est en souffrance psychique. Le psychotraumatisme, souvent, il est causé par la proximité de la mort, en fait. Donc, globalement, une personne qui a subi une guerre, qui a vu quelqu'un de proche mourir, ou qui a été torturé, violé. Ils ont souvent mal à la tête, ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars. Et dans les cas les plus graves, des gros problèmes de mémoire. La mémoire qui flanche ou le silence qui s'installe, des signes que les employés du centre d'accueil de Châtillon prennent très au sérieux. Car au moment où le demandeur d'asile plaide sa cause pour obtenir son statut de réfugié, chaque détail compte. Dans son récit, elle disait qu'elle participait souvent en tant que responsable politique à des matchs de foot. Et la question qui lui a été posée, c'était la couleur des maillots de différentes équipes. Et la dame a su répondre. Et c'est ce qui certainement lui a permis d'obtenir le statut de réfugié. Être accompagné dans ces démarches par un centre d'accueil, un avantage décisif avant l'entretien avec l'OFPRA, l'organisme public qui décide de l'octroi du statut de réfugié, et surtout un avantage qui fait toute la différence avec les demandeurs isolés. Au Canada de Châtillon, on est à 60% de taux de reconnaissance du statut de réfugié, alors qu'on est plutôt vers 20-25%. D'une manière générale pour les personnes qui sont demandeuses d'asile. Mais cette chance n'est pas donnée à tous. Seul un tiers des 66 000 demandeurs obtiennent une place dans un centre d'accueil. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a formé un gouvernement de cohésion nationale autour de son premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a été reconduit selon une ordonnance lue ce lundi matin à la télévision publique congolaise. Ce gouvernement, qui fait une petite ouverture à certains partis d'opposition et marque l'entrée de ténor de la majorité présidentielle, compte 48 membres. Il répond à une promesse faite par Joseph Kabila en octobre 2013 à l'issue des concertations nationales, forum politique qui avait réuni des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Plus de précisions avec Yeyet Mavinga Nzo, elle est la correspondante de Sika TV à Kinshasa. Le gouvernement d'union nationale est rendu public par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. En fait, ce gouvernement compte 42 membres et l'opposition bénéficie de cette confiance. Il s'agit de gouvernement Matata 2 parce que le premier ministre Augustin Matata Ponyo, installé depuis avril 2012, est reconduit. Il est entouré de 3 gros calibres de chefs des partis politiques du Congo. Comme le vice-premier ministre, il s'agit du secrétaire général du PPRD. Il y a le secrétaire général du MLC. Le MLC, c'est une partie du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo qui se trouve en ce moment à la CPI depuis 2008. Le parti prend en charge le ministère des télécommunications, force et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a aussi le troisième parti politique qui est le PALU, qui est le parti de Patriarche Kizenga, qui est l'un des compagnons de Lumumba. Le parti prend en charge l'emploi, travail et prévoyance sociale. Mais il faut signaler, Joël, que le gouvernement a tenu compte de partis politiques qui ont participé aux concertations nationales le 5 octobre 2013, dont les recommandations étaient entre autres le gouvernement de l'Union nationale. Il convient de signaler que le parti politique de l'UDPS, dont le plus grand opposant était un Tshisekedi de ces partis, ne se retrouve pas, ainsi que le parti l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe ne se retrouve pas parce qu'ils n'ont pas assisté aux cohésions nationales consultations. Alors,
Présent, place à la revue de presse, une rédaction de Joël Yetondi. Week-end sanglant dans le territoire de Béni. La série noire continue. C'est pas cette nouvelle, pour le moins alarmante, dans les colonnes du journal congolais d'information Le Potentiel, que nous ouvrons cette page consacrée à l'actualité africaine, vue par les journaux et sites d'information. Le journal évoque la responsabilité du gouvernement congolais et celle de la MONUSCO face aux massacres récurrents. 36 civils froidement assassinés. Souligne El Watan, l'association de crimes impunis dénote de l'incapacité de l'armée congolaise et des casques bleus à enrayer une série de massacres attribués à des rebelles ougandais. Et c'est dans cette ambiance d'horreur et de révolte, rapporte le site d'information Œil d'Afrique, que le gouvernement de cohésion nationale promis par le président congolais, voilà déjà plus d'un an, est enfin arrivé. Ceci, sans grande surprise, remarque Congo Média. Certes, 7 opposants ont fait leur entrée, mais aucun membre de l'opposition radicale n'y figure. Puis, relève Boursorama, sur les 48 portefeuilles, seule la portion congrue est revenue à l'opposition sans aucun poste stratégique en main. Kabila, conclut Direct Sidi, est seul le véritable maître à bord. Quoi qu'il en soit, rapporte le Point Afrique, ce remaniement est une promesse de Joseph Kabila lors des concertations nationales d'octobre 2013. Concertation nationale, le sujet était à l'ordre du jour ce week-end au Bénin. Pour un premier test de dialogue politique, quoi savoir 24 heures au Bénin, c'était un premier échec pour le chef de l'État. L'opposition attendue, relate le quotidien L'Après du jour, a brillé par son absence. Et pour cause, c'était un simulacre de dialogue, rétorque le matinal. Et pour éviter le piège, poursuit le journal, l'opposition a préféré dire non au folklore. Un nom qui, écrit le confrère de la matinée, aura permis à l'opposition de déjouer le plan de Yahi pour faire échec à la marche du 11 décembre. Le dialogue, il semble plutôt en bonne marche au Burkina Faso. Après l'insurrection, maintenant le pardon. Placade à sa une, le site d'information fasosienne. Ont-ils attendu que le gouvernement de transition mette en place la commission Justice et Réconciliation pour sortir enfin de l'ombre? Qu'importe, souligne le site. Après le mea culpa de l'ancien parti au pouvoir, c'est au tour de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, de se soumettre au difficile exercice de la confession. Un nouveau pas de gagné, se réjouit le Façonnette. Que les uns reconnaissent leur égarement et que les autres leur accordent le pardon. De l'autre côté de la frontière du Togo, pas de quoi égayer le cœur du président de la Fédération de football arrêté, se désole Presse Afrique. Gabriel Ameyi, commente le site d'information Dernière Minute, a été interpellé par la police judiciaire togolaise à l'aéroport de Lomé alors qu'il rentrait de la Guinée équatoriale après l'ambiance de tirage au sort de la phase finale de la CAN 2015. Acteur de football, également homme d'affaires, renchérit Lomé cité, Gabriel Ameyi, dont le mandat à la tête de la FTF a expiré depuis le 4 novembre dernier, est cité dans plusieurs affaires de détournement de fonds publics et de malversation. En attendant de connaître clairement les raisons qui sous-tendent son arrestation, Togo Online s'interroge quant à l'issue pour le congrès extraordinaire de la FTF en pleine préparation. Le chat parti, les souris dansent, avance ici Lomé comme réponse à l'inquiétude. N'eût été l'opposition des autorités de la ville de Palimé, pendant que Gabriel croupit en prison, relate ici Lomé, des responsables de clubs et de lignes allaient tenir un congrès extraordinaire de la FTF pour élire, une fois pour toutes, un nouveau président. Certes, le projet n'a pas prospéré, mais les pétitionnaires ne s'avouent pas vaincus. Et nous non plus, dans notre engagement à vous servir l'information telle distillée sur la toile au quotidien. À demain pour le prochain rendez-vous de la semaine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.